La Révolution racialiste, c'est l'ouvrage de Mathieu Bock-Côté. On vous connaît, vous êtes universitaire, essayiste, vous êtes chroniqueur, vous collaborez au Figaro, à Commentaire et avant à la revue Débat, qui malheureusement va s'arrêter, d'orientation indépendantiste et conservatrice. C'est un spécialiste de sociologie politique et vos travaux portent sur le régime diversitaire, le multiculturalisme et les mutations de la démocratie. Alors moi, je vous ai lu par exemple ce week-end et j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous parlez du wokisme. Oui. Bon, c'est effectivement une tendance, c'est bon. Et là où vous avez apporté quelque chose de nouveau, c'est la soumission du capitalisme et des entreprises au wokisme. Et ça, je trouve ça passionnant parce que dans les entreprises maintenant, on va redresser la manière dont tu penses. Vous voyez, il y a un côté camp de redressement, et notamment avec des jeunes, 30 ans, 35 ans, 40 ans, et on l'a vu avec Evian, par exemple. C'est formidable l'affaire Evian, qui vont te donner des leçons sur ta manière de conduire, etc. Une sorte de soumission du capitalisme au wokisme. Je trouve ça passionnant. Ben, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, on a l'erreur, souvent, c'est de croire que toutes les idéologies woke et ainsi de suite, c'est cantonné dans certaines facultés américaines, certains campus un peu fous, proches de l'hôpital psychiatrique. Or, dans les faits, cette idéologie-là a colonisé le monde de l'entreprise depuis un bon moment. Aux États-Unis, on appelle ça l'approche, bon, on l'a traduit chez nous, l'approche équité, diversité, inclusion. C'est dans les départements de ressources humaines. Et ça consiste souvent à organiser des ateliers de rééducation idéologique. On appelle ça des ateliers de sensibilisation à la diversité. Où on va, par exemple, inviter les employés à dénoncer leur participation à la suprématie blanche, au racisme systémique. On va les inviter à se déblanchir, comme on a fait à Coca-Cola. Alors, faut voir ce que ça veut dire, ces concepts-là. C'est tout un espèce de jargon. Le gouvernement fédéral canadien, quand même, inflige de telles formations à ses employés. Radio-Canada. Et ça traverse l'Atlantique, on l'a vu avec la controverse Evian, c'est-à-dire Evian dit le premier buvez de l'eau, là ça tombe le premier jour du Ramadan, scandale chez une petite minorité, l'immense majorité des musulmans s'en contrefichent, mais une petite minorité fait scandale, au nom du droit de ne pas être offensé, l'entreprise se couche. Donc cette idéologie-là, incroyable, cette hypersensibilité revendiquée à la diversité qui consiste à voir partout des phobies et du racisme, désormais c'est intégré dans le langage de l'entreprise. C'est là que la bataille se mène aujourd'hui. Les universités ne sont plus qu'un terrain de bataille, l'entreprise c'est un terrain essentiel. Mais je partage votre avis et effectivement, c'est un sujet intéressant. Alors, on parlera évidemment tout à l'heure, notamment avec George Floyd, de votre ouvrage. Mais 2 ou 3 choses pour terminer sur Viry-Châtillon, même si on a été long, mais il y a beaucoup de... Comment dire ? C'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur et étranger, en l'occurrence le vôtre, puisque vous vivez à Montréal. À Montréal. Est-ce que les problèmes de sécurité au Québec et à Montréal sont comparables avec ce que nous avons ? D'aucune commune mesure. Il y a de... En fait, la notion d'insécurité, ça n'existe pas. C'est-à-dire, il y a des problèmes d'insécurité comme il y en a dans toutes les villes du monde. Il y a des quartiers où c'est un peu plus... Mais globalement, c'est une ville très sécuritaire. Et pourquoi ? En fait, il y a pas je crois qu'il n'y a pas cette espèce de normalisation de la violence, cette habitude de la violence aussi. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des situations plus graves, des dérapages, ainsi de suite, mais... Vous savez, il y a beaucoup d'immigrants français qui viennent au Québec. Aujourd'hui, c'est une destination d'immigration pour les Français. Une chose qu'on entend souvent, c'est qu'il est possible de se promener à Montréal pour une femme tard le soir sans risquer de se faire agresser, sans même avoir peur de se faire agresser, par exemple. Et parce que les lois sont plus rudes ? Non, parce qu'on est plutôt un pays assez libéral, je crois, en la matière. Je pense qu'il y a différents. Je pense que l'intégration fonctionne peut-être un peu mieux. Vous avez tout un vocabulaire ici pour parler de certaines réalités, mais qui me semble exagérément codé. Je regardais un reportage hier où on parlait des jeunes dans des quartiers sensibles. Et c'est tout un vocabulaire et on comprend ce à quoi cela réfère, mais il n'est pas permis de le dire, sans quoi on risque les pires des accusations. Donc, il n'y a pas ça à Québec. À tout le moins, l'intégration. Nos problèmes d'insécurité ne portent pas ce visage, appelons ça comme ça. Je suis heureux de vous dire que ça va plutôt bien de ce point de vue. On a nos inquiétudes. Hein. Le Québec s'anglicise, le Québec est en train de perdre son identité, tout ça est très réel, mais sur le plan de la sécurité, ça va plutôt bien quand même chez nous, et je m'en réjouis. En fait, c'est un vrai contraste entre les sociétés. Mais ici, comme je le dis, j'y reviens, ce qui me frappe, c'est le langage médiatique utilisé pour parler de ces réalités, et c'est un langage qui est compris par tous, hein, ce qui est assez fascinant. C'est-à-dire qu'il y a un langage dédoublé, très orwellien, donc on comprend à quoi réfère ce mot, mais il n'est pas permis de nommer la réalité à laquelle il réfère. Donc, quand on en vient à nommer finalement des chocs culturels, des tensions liées à une diversité mal intégrée, appelons ça pour le dire d'un euphémisme, quand on parle de
jeune, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sentiment d'exaspération dans la population qui dit ce langage un peu orwellien, que nous cache-t-il et que nous dit-il? Et pour moi, ça fait partie de l'originalité française par rapport aux questions d'insécurité. C'est la société du déni collectif. Et le fait qu'il n'y ait pas de statistiques ethniques, contrairement aux pays anglo-saxons, ne permet pas aujourd'hui, dans un journal, chez vous, ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, on peut dire de tel assaillant, de tel agresseur, qu'il était d'origine africaine, afro-américain pour un Américain, etc. En France, ça tombe sous le coup de la loi. Donc on apprend à tourner autour du pot. Il a fallu, je vous raconter une histoire il s'est passé ici. Il a fallu attendre le fils de Bernard Tapie, qui avait été agressé par 3 personnes. Ouais. Il a fallu que le fils de Bernard Tapie, sur le plateau, dise effectivement, il y avait parmi eux 2 Africains et un Arabe. Parce que s'il n'y avait pas eu le témoignage sur le plateau du fils de Bernard Tapie, on n'aurait pas dit que Tapie avait été... Et notez la phrase finale, moi, qui m'avait marqué dans cette histoire, quand Tapie répond « Mais j'ai toujours été un ami des migrants, défenseur des migrants », et la réponse est glaciale de la part de l'agresseur, « Ce temps est terminé, ce temps est mort ». Bon, alors franchement, il y a comme une déclaration de guerre qui se dit à travers un fait divers. Voilà. Mais ce que je trouve... Donc, chaque société a ses problèmes. Je pense que la question de l'insécurité en France est telle, le territoire est clivé, et surtout, c'est nommé depuis un temps, mais c'est toujours nommé, soit discrètement. Je crois que c'est François Hollande qui parlait de la partition ethnique de la France à certains mots. Gérard Collomb qui dit nous risquons de vivre, nous ne vivons côte à côte, nous risquons de vivre face à face. Donc, ces constats sont faits. Mais ce qui m'intéresse aussi dans votre témoignage, c'est... moi, je parle souvent de l'espace médiatique. Est-ce que l'espace médiatique au Québec est le même que chez nous? C'est-à-dire qu'un politiquement correct terrible, un service public d'information qui choisit ses victimes, qui choisit ses causes, qui ignore parfois certains sujets. Est-ce que vous avez oui, vous savez, moi, je le dis très méchamment pour certains collègues, mais j'appelle Radio-Canada Radio Pravda. Donc ça, c'est... Radio Pravda, c'est Radio-Canada. Donc ça, on a quelques... vous l'avez aussi. C'est orienté, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, une fois que la question de l'insécurité est laissée de côté, parce que je crois que c'est une originalité heureuse du Québec qu'on n'a pas ces soucis-là. Cela dit, le politiquement correct est hégémonique. Mais il y a une résistance au Québec par rapport au Canada anglais. Au Canada anglais, le politiquement correct est religion d'État, en quelque sorte. Au Québec, il y a une résistance là-dessus, et on le voit notamment avec le refus du premier ministre du Québec, mais qui subit pour cela une campagne de harcèlement médiatique à temps plein, le refus de se soumettre à la théorie du racisme systémique. Dans les questions qui touchent à la liberté universitaire, vous savez, au Canada anglais, et on l'a vu encore tout récemment, quelqu'un qui... Je vous donne une controverse récente, ça va vous donner une bonne idée. Vérouchka Lieutenant-Duval, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, dit dans un cours, sans jamais avoir l'intention de blesser, elle dit le mot nègre a été objet d'une réappropriation symbolique, tout comme le mot queer l'a été, c'est-à-dire on se le réapproprie, donc pas pour une insulte, elle le dit dans un contexte académique. Une étudiante se sent vexée, terrifiée, un trauma, elle a entendu un mot bouleversant. L'université décide de dire c'est une micro-agression raciste que vient de faire le professeur. Le professeur est condamné par l'université pour avoir utilisé ce mot dans un contexte académique, on s'entend. Campagne de dénigrement de la professeure. Le premier ministre du Canada s'en mêle en disant effectivement c'était un geste raciste. Des figures de la classe politique canadienne disent c'est un geste raciste d'avoir utilisé ce mot. La formule suivante est utilisée. On est dans l'université. On nous dit que ce n'est pas à la communauté majoritaire de décider ce qui est vécu comme une micro-agression raciste par un groupe minoritaire. Au Canada anglais, c'est le discours hégémonique, dominant. Au Québec, on rappelle qu'il existe une telle chose qu'un contexte pour formuler un mot, qu'il existe une telle chose que la liberté académique. On se méfie de l'influence d'une gauche radicale dans l'université qui se dit « wow ». Mais cette bataille-là, vous ne la menez pas. Je crois que l'écriture inclusive, la dernière fois que vous n'êtes pas venu ici, je vous en ai parlé, vous ne la menez pas. On l'amène, il y a quelqu'un, M. Jolivet, vous l'avez reçu, il l'amène dans la majorité. Mais moi je voudrais, M. Jolivet, pardonnez-moi, c'est un député qui n'a pas... Mais c'est un membre de la majorité. Mais moi, j'attends le président de la République de défendre... Mais je crois que M. Blanquer amène la bataille. C'est ça l'affaire, c'est que... C'est le seul. J'attends du président de la République, j'attends de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Mais c'est paradoxal, parce que... Mais vous ne la menez pas, vous vous soumettez. À chaque fois... Bah si. Pas moi. Pas vous, si. Relisez l'interview du Figaro, du président de la République.
il y a quand même un certain nombre de tabous qui tombent. Qu'est-ce qu'on attend sur l'écriture inclusive pour que le président de la République... C'est un sujet important, mais ce n'est pas le sujet, me semble-t-il, prédominant. En revanche, il y a une bataille culturelle à mener. Ça, vous avez tort. Mais sous-estimez pas l'importance d'un sujet comme ça. Je me permets de vous donner un exemple. En ce moment, l'écriture inclusive... Je vous donne un exemple. L'écriture inclusive, au début, ça se présente un peu comme une espèce d'originalité bizarre, folklorique. Et ça progresse. Et un jour, vous allez en retrouver avec des professeurs à l'université qui vont, n'écrivant pas en écriture inclusive, seront suspects de sexisme. Et je vous donne un exemple, vous allez finir par écrire en français normal, sans les points médians, eh bien, vous allez être accusé de dissidence orthographique. Je partage ça. C'est ce que dit Caroline Fourès dans Génération française. C'est ce que dit Sonia Mabrouk dans Insoumission française. C'est ce que dit Eugénie Bastier à longueur d'article. Justement, et c'est moi l'espoir que j'ai, c'est qu'il y ait une jeune génération d'intellectuels qui viennent de toute sensibilité politique, qui mettent en alerte sur le danger que vous dénoncez. Il y a aussi un sujet sur Sciences Po. Si on regarde bien Sciences Po Paris, le débat, il est lié aussi à ça. Et quand tout à l'heure je parlais de sécurité de gauche, de sécurité honteuse de la gauche, et de sécurité invocatoire de la droite, c'est pendant des années, les politiques ont caricaturé, pardon de le dire comme ça, mais le débat. C'est-à-dire que soit on n'en parlait pas, la sécurité c'est de droite, à gauche on n'en parlait pas. La gestion, le contrôle des migrations c'est d'extrême droite, surtout on n'en parle pas. Ça fait 19 ans pile ce jour aujourd'hui. Et la droite, c'était, on va trouver un ennemi, c'est justement l'immigré, l'arabe, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Mais la réalité, c'est que c'est tout ça. C'est à la fois, évidemment, justice, c'est l'intérieur, c'est diplomatie, c'est gestion migratoire, c'est psychiatrie, c'est renseignement carcéral, c'est tout ça. Mais permettez-moi le point de vue de l'étranger sur cette question. Moi, on regarde ça, il y a quelque chose de fascinant dans la vie publique française. Et une bataille culturelle. C'est à quel point la peur de faire le jeu du populisme ou du Front National, du Rassemblement national, a congelé la pensée collective. Le réel ne pouvait être mentionné qu'à condition de ne pas faire le jeu de... Mais en dernière instance, le réel existe. Est-ce que c'est vrai ou faux? Quand on se dit oui, mais est-ce que c'est vrai, mais ça fait le jeu de... Mais c'est absurde, on bascule dans un monde parallèle. Mais le souci de la vérité, de l'exactitude des faits devrait primer. Et ensuite, que des politiques, qu'ils soient de gauche, de centre, de droite ou d'ailleurs, s'en emparent. Mais si nommer le réel est déjà vu comme un acte de dissidence et de transgression, c'est que le rapport au monde vient de se fracturer. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que c'est un combat culturel, et c'est l'école qui doit et vous aussi ne le menez pas. C'est le sport. Mais bien sûr que vous ne menez pas ce combat culturel. Je vais vous prendre M. Pro à son propre piège. Parce qu'on demande des politiques d'avoir fait autre chose que de la politique, quand même. Et puis pas de parler comme des politiques avec des tableurs Excel. Et puis quand il y a un mot qui va un petit peu de travers, on fait une demi-heure dessus. La rafle, tout à l'heure. Oui, c'est peut-être maladroit. Oui, la sémantique est pas la bonne. Un instant. Oh, non. Non, c'est pas maladroit. Monsieur Dupond-Moretti est un homme d'une culture indéniable, d'une intelligence indéniable. Quand il dit le mot rafle, il sort une pancarte. Extrême droite, Deuxième Guerre mondiale, racisme, nazisme. Le mot rafle, on sait ce qu'il veut dire. Pour souligner si c'est une maladresse, c'est l'homme le plus maladroit de l'histoire humaine. La passion française qui n'est pas triste pour la sémantique. Non, mais il faut que les responsables politiques se sortent de ça. Oui, c'est important, mais pour combattre les velléités et les minorités actives qui se coagulent. Mais vous êtes conscient qu'à mon avis, le fait est que lorsqu'on cherche à nommer des questions liées à l'insécurité, liées à l'immigration massive, à la difficile intégration de l'islam en ce pays et dans les pays occidentaux, si toujours risque de survenir un contrôleur idéologique qui dit les heures les plus sombres de l'histoire, la rafle, ce mot-là, en tant que tel, rend impossible le débat. C'est pour ça, M. Bocoté, que je faisais référence à l'interview du Figaro du président de la République. Personne ne l'a relevé, mais il a levé un tabou. Il a dit accueillir peut-être moins pour accueillir mieux. Vous appelez ça soulever un tabou? Ici, oui. D'accord, oui, je comprends. Non, mais vous vous rendez compte où nous en sommes? Je comprends bien. Mais vous voyez notre difficulté. Je comprends et je pense qu'il... Simplement d'imaginer d'accueillir moins de gens de l'étranger, c'est un tabou. Vous savez, on a une formule chez nous, on dit, François Legault dit en prendre moins, mais en prendre soin. Mais chacun, on a tous nos formules. Mais la différence, c'est qu'on ne laisse justement pas ce sujet-là, et les sujets, on parle à tous les Français, on essaie de parler de tous les sujets à tous les Français. Et on ne fait plus de tri, Monsieur Bachelier, en fonction de clientèle je ne veux pas parler au nom des Français, mais ils ont le sentiment d'être dépossédés de leur histoire, dépossédés de leur culture, dépossédés de l'époque. L'écriture inclusive est un marqueur de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tu as le sentiment d'être dépossédé, même de la manière dont tu écris. Et vous, c'est au sommet de l'État, vous ne vous battez pas. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends chaque jour. Le mot dépossession, il sera au cœur de la campagne. C'est ce que j'entends en Bretagne chaque jour. Et le sujet, c'est pour ça que, paradoxalement, c'est peut-être moi le moins politique du plateau.
C'est-à-dire qu'on a fait une demi-heure encore sur un débat sémantique. Pourquoi ? Pas parce qu'on est conditionné par Twitter et par la une de Libération. Mais non, mais je suis sûrement conditionné par Twitter. Savoir qui est le plus à côté du pays. Vous avez la chance, parce qu'on aurait pu se poser la question de savoir pourquoi le président de la République, qui en même temps qui fait son interview au Figaro, à laquelle j'adhère pour beaucoup de points, en même temps fait une interview à NBC. Mais on en a parlé hier. On a parlé les 2 jours. Déconstruire. Justement. Déconstruction de l'histoire. À un moment donné, les adversaires de la France ne parlent que de déconstruction de notre histoire. Surtout, je peux dire un mot. Et promis, lorsque vous opposez la logique de droite invocatoire à la logique de gauche et que vous louez la plénitude de la pensée du président dans l'entretien du Figaro, je pense qu'au contraire, vous révélez sa totale impuissance dans l'action. Parce qu'il ne sait pas choisir, il est remarquable dans le commentaire, dans les analyses, le penser en même temps. Mais ne répondez pas parce que Mathieu Bock-Côté c'est la faiblesse de l'action. Et j'aurai une question après. Parce que Mathieu Bock-Côté, sur la déconstruction, juste un mot. Non. C'est regarder l'histoire en face dans le moindre de ses plis, sans repentance, sans déni. Vous avez raison. Mais je suis d'accord avec ça. L'histoire, c'est un bloc, l'histoire de France. Mais le mot déconstruction était. Que c'est les casseurs de statues, si vous voulez, qu'ils utilisent. Justement, c'est l'inverse, c'est de regarder l'histoire de France en face. Monsieur Bock-Côté, je lis, les militants racialistes veulent imposer leurs prémices au cœur de l'espace public. C'est seulement lorsque les peuples occidentaux seront devenus étrangers chez eux qu'on la jugera achevée. Une mouvance nouvelle, une nouvelle gauche religieuse américaine, la gauche woke, qui se veut éveillée, éclairée par la révélation diversitaire et qui fait de la race la catégorie sociologique et politique la plus importante, multiplie les grandes processions au cœur des capitales et métropoles des 2 côtés de l'Atlantique en scandant des slogans décoloniaux pour qu'enfin s'effondre le vieil Occident. C'est ça la révolution racialiste. Et je précise une chose, qu'une des plus belles cérémonies que j'ai vues, c'était celle de samedi, à Windsor. Et c'était l'Occident qui parlait au monde. C'était la vieille Angleterre qui parlait au monde. C'était la vieille Europe qui parlait au monde. Et personne ne l'a souligné comme je le souligne là. Cette cérémonie était exceptionnelle et elle montre ce qu'est l'Occident dans ce rite funéraire très particulier qui donne les larmes aux yeux. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, je crois, dans cette révolution racialiste, c'est d'abord et avant tout la réduction de l'histoire occidentale au racisme, la réduction de l'histoire occidentale à l'esclavagisme. D'ailleurs, je dirais que du point de vue de ces militants qui sont de plus en plus nombreux et qui occupent l'espace public, la condition d'entrer dans l'espace public, la condition de la lucidité, c'est d'abord un acte pénitentiel. Nous nous accusons de racisme systémique, nous nous accusons de suprématie blanche. Soit dit en passant, il y a à travers ça aussi une orwellisation du vocabulaire. Orwellisation, tout le monde ne comprend pas. Orwellisation. Alors, je l'explique. Le racisme, globalement, qu'est-ce que c'était? Tout le monde pensait, c'est la discrimination raciale, c'est la hiérarchisation des races, c'est la fixation maladive sur le groupe racial et la volonté de les hiérarchiser avec une logique de domination. Ce qu'on nous explique aujourd'hui, avec ce mouvement qui vient des États-Unis, c'est que si vous refusez de tenir compte de la race dans l'organisation de la société, eh bien, vous êtes coupable de daltonisme racial. Et vous êtes en fait le vrai raciste. L'universalisme serait le vrai racisme. Alors qu'inversement, si vous exacerbez la conscience raciale, eh bien, vous êtes l'authentique antiraciste. Donc, quand je parle d'orwellisation, c'est Orwell qui nous dit l'amour, c'est la haine, la liberté, c'est l'esclavage, la guerre, c'est la paix. Eh bien, aujourd'hui, on nous explique que l'exacerbation de la conscience raciale, c'est l'antiracisme, et inversement, l'universalisme, c'est le racisme. Aux États-Unis, ce discours-là est devenu hégémonique. Il faut bien l'entendre. Et pourquoi? Dans les universités, chez les intellectuels. Au New York Times, voilà, et c'est dans l'espace médiatique. Bien sûr, oui, ça commence à faire beaucoup. Mais aussi dans le monde, et voilà, et un instant, et dans l'entreprise. C'est le monde, c'est les mêmes. Et dans l'entreprise, et je vais vous donner un exemple qui est très marquant, qui s'est passé à Coca-Cola tout récemment. Alors, des ateliers de sensibilisation à la diversité, où on veut notamment déconstruire la suprématie blanche et apprendre aux Blancs à être moins blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? On identifie, parce que c'est fou quand même, on identifie au fait d'être blanc, ça, ce sont des propos de Mme Robin DiAngelo, qui est une des grandes théoriciennes de ce courant. Qu'est-ce qu'être blanc dans son esprit? C'est la quête de l'objectivité, c'est le culte de la science, c'est la méritocratie, c'est le sens de l'individu, c'est le perfectionnisme. Est-ce qu'on se rend compte de la condescendance atroce à l'endroit des non-blancs, des racisés,
comme s'ils étaient extérieurs à la rationalité, extérieurs à la science, extérieurs à l'individu, extérieurs au perfectionnisme. On est devant ces gens-là qui se prétendent progressistes de chez progressistes, dans les faits, sont d'une condescendance coloniale atroce. On est quand même dans certains départements américains, on nous dit qu'il faut décoloniser l'enseignement des mathématiques, de la physique, faire une rupture. Ah, ça, c'est génial quand même. Il faut rompre le lien entre l'enseignement des mathématiques et la suprématie blanche. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la suprématie blanche, c'est la recherche de l'exactitude. 2 + 2 = 4. La rupture avec la suprématie blanche, ça consiste à dire qu'on valorise le questionnement sans survaloriser la réponse. Et ça, donc il y a une captation de vocabulaire. Des mots comme suprématie blanche, des mots comme racisme, des mots comme haine. Qu'est-ce qu'un discours haineux aujourd'hui? Si vous dites sale blanc, ce n'est pas un discours haineux, c'est une réaction de défense d'une minorité heurtée. Mais si vous affirmez, par exemple, comme on l'a vu avec Mme J.K. Rowling, un homme n'est pas une femme, eh bien ça c'est un discours haineux parce qu'il ne tient pas compte de la revendication des figures non binaires dans l'espace public. Harry Potter, et qui a été mise au bord de la société américaine. Et là on nous dit quelquefois, oui, mais bon, on vous donne l'exemple des statuts. On nous dit, oui, il faut faire tomber les statuts, par exemple, des généraux confédérés. Bon, très bien. Imaginons. Encore là. Mais imaginons que les statuts des généraux confédérés, c'est une cause indéfendable. OK. Mais quelques semaines plus tard, on décide de dégommer Abraham Lincoln de l'espace public. Parce qu'apparemment, il était raciste lui aussi. Et Churchill en Angleterre parfois. Donc, que reste-t-il de l'histoire d'une civilisation qui est prête à sacrifier tous ses héros? Mais il faut se battre. Ah ben oui, mais parce que ce sont des ultra-minorités. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'opinion. Il faut se battre. Vous avez raison, mais le problème est le suivant. C'est que je pense la soumission. Mais le 20e siècle nous a confirmé une chose, hélas, c'est que ce sont les minorités idéologiques radicales qui font l'histoire. Et trop souvent, la classe politique... Oui, mais le problème, c'est que la classe politique comprend mal ce qui se passe. Oui, parce qu'elle croit faire des concessions sémantiques circonstancielles. Elle va dire, oui, violence policière systémique, oui, racisme systémique, mais on croit faire une concession réformiste. Or, nous sommes devant un discours Bon, comme il reste 3 minutes et que vous voulez poser une question, vous êtes très long dans votre réponse. Non, mais pas du tout. Mais je vous trouve aussi pertinent à l'oral qu'à l'écrit. En fait, je voulais vous demander, vous interroger sur la vie intellectuelle en France. Est-ce que vous ne trouvez pas que le débat d'idées a été remplacé, et je ne mets pas en cause que la gauche, entendons-nous, par une sorte de haine intellectuelle? Et je suis frappé de voir les cloisons étanches qui existent entre des univers qui devraient pourtant parfois se rassembler pour dialoguer, s'affronter dans une sorte de courtoisie démocratique et intellectuelle. Je crois que c'est la représentation idéale du débat intellectuel que vous nous proposez. Il y a encore en France, cela dit, de très grands intellectuels. Qu'on pense à un Marcel Gauchet, un Pierre Manant, un Rémi Brague, un Pierre-André Taguieff, on pourrait en nommer bien d'autres. Il y a une jeune génération intellectuelle qui émerge. Mais il y a dans les sciences sociales, particulièrement, un sectarisme idéologique qui consiste... Ces gens-là ne pensent pas. Ces gens-là, leur principal travail consiste à expliquer pourquoi on ne doit pas parler. Oui, ce sont des militants qui sont passés par des scientifiques. Et notez que ça, c'est une chose très importante. Aujourd'hui, le militantisme idéologique le plus marqué emprunte les habits de la science il cherche à se présenter comme la science, mais je crois qu'en France, vous avez quand même, au cœur de l'espace public, il y a une vie intellectuelle, elle est riche, il faut simplement éviter qu'elle ne soit dominée par des franges sectaires militantes. Ce qui est dingue, et ce qui est assez incroyable, paradoxalement, c'est la gauche, et j'en suis, qui a abandonné le combat de l'universel. Il y a un renversement total de valeurs. C'est justement celle qui... Alors pas toute la gauche, républicaine. Juste un mot, parce que après 3 semaines d'audience, les jurys du procès sur le meurtre de George Floyd ont rendu leur verdict en seulement une dizaine d'heures. Ils ont conclu que l'ancien policier blanc Derek Chauvin était coupable des 3 chefs d'inculpation pour lesquels il comparaissait: meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort de l'Afro-Américain. Personne, évidemment, ne contestera que Derek Chauvin soit coupable, puisque chacun a vu cette vidéo. En même temps, peut-être avez-vous un commentaire à faire sur ce fait-là, et George Floyd? Je pense que j'ai le même commentaire. Je crois que tous les Occidentaux, enfin tous les êtres humains qui ont vu cette scène qui était atroce, et je ne parviens pas à imaginer qu'on puisse arriver à un autre jugement. Ça m'apparaît évident. Ce que je refuse toutefois, c'est qu'on prenne prétexte de cette scène atroce, mais très américaine, pour faire ensuite le procès des forces de l'ordre en France, pour faire le procès de l'histoire québécoise. Moi, je regarde en fait, il faut y avoir. Hein. Il y a la situation des Noirs dans l'histoire américaine est une situation tragique, absolument tragique. Et le nier relèverait de la bêtise. L'erreur de notre temps, c'est de plaquer l'histoire des Noirs sur la situation des populations issues de l'immigration en Europe,
Et ça, c'est le fantasme racial. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron très justement. Mais le fantasme racial, il est là. Ça consiste à dire, puisqu'on a la même couleur de peau, eh bien, on a la même histoire. Non. Et on ne doit pas... Il n'y a pas d'interchangeabilité des noirs et des blancs. J'aurais juste dire un mot. C'est quand même une chance pour l'Amérique, parce que s'il n'y avait pas eu ce verdict, effectivement, qui était attendu, je pense que toutes les villes américaines auraient flambé à nouveau, et que pour le début de la présidence de Biden, ça aurait été une catastrophe. Et la confiance dans la justice se serait effondrée. Je pense que sur ça, je crois qu'il y a consensus, ça m'apparaît évident, mais évitons toutefois de nous projeter dans cette histoire qui n'est pas la nôtre. Merci, Monsieur Bock-Côté. On aimerait vous entendre plus longtemps. Hélas, il faut que nous rendions l'antenne. Merci, Monsieur Bachelier. C'est un plaisir lorsque vous venez, puis vous acceptez le jeu de l'échange. Le débat. Et le débat, et parfois il est vif.